Bonjour à nouveau à toutes et à tous, et qui êtes là dans la salle et aussi sur les internets. Donc on est ensemble. Moi, je vais être avec vous pendant toute l'après-midi. Je m'appelle Julia Passot. Je vois que c'est le moment de ma slide, donc il faut que je me présente. Donc je suis autrice, metteuse en scène et interprète. Donc pour moi, c'est trop bien d'être là. C'est vraiment déjà un terrain d'inspiration énorme. Et j'ai monté un projet qui s'appelle La Turbine, qui est un collectif nantais qui est transdisciplinaire. Donc c'est un projet de recherche-création. On mêle les arts vivants, principalement le théâtre et la danse, avec les sciences humaines et sociales, pour essayer de s'imaginer ensemble, en mobilisant toutes nos formes d'intelligence, comment on pourrait habiter autrement cette planète. Donc on crée des spectacles implicatifs, on crée des créations sonores aussi, et des moments aussi de discussion qui ressemblent un peu à ce qu'on fait aujourd'hui, pour aborder plein de sujets de société et s'imaginer comment demain on pourrait les repenser, les redessiner ou même les ressentir un petit peu différemment. Donc voilà, on a fait appel à moi aujourd'hui pour guider ce voyage dans l'économie régénérative et inclusive. Donc on va voyager pendant toute l'après-midi ensemble. C'est un voyage en 3 étapes. Il y a une première table ronde que vous voyez déjà ici, qui va durer à peu près 1h15. Et puis ensuite, on accueillera Emmanuel Druon pour une conférence pendant une petite heure aussi. Cette première table ronde, nous permettra vraiment de poser un petit peu les enjeux, de quoi on parle, et puis d'ouvrir très grand les fenêtres, au moins de manière symbolique, pour prendre l'air et s'inspirer. Cette deuxième conférence, cette deuxième temps avec la conférence Emmanuel Druon, on ira parler vraiment d'économie. Voilà, vous allez voir qu'on a parlé de plein de mots différents aujourd'hui, et puis de zones d'activité régénératrices. Et enfin, on terminera sur une 3e table ronde après la pause de 16h, pour aller faire un zoom en fait sur 3 projets de régénération. Voilà, et on arrêtera a priori à 17h40 cet après-midi et ce voyage. Il y a eu beaucoup de mots qui ont été posés déjà dans cette introduction. On voit, moi quand j'ai préparé aussi avec les intervenants et les intervenantes cette rencontre, je me suis vraiment plongée dans leurs univers respectifs et je suis autrice et du coup les mots c'est important pour moi et j'ai remarqué qu'il y avait effectivement pas mal de choses qui étaient posées, qui étaient dites pour parler peut-être de réalités qu'on estime parfois semblables, mais qui peuvent recouvrir pas mal de choses différentes. J'ai entendu parler de transition environnementale, de redirection écologique, de transition écosystémique, de bifurcation, d'adaptation, même d'économie. Et je me dis, comment ces mots aujourd'hui, parfois sont jetés comme ça, sans prendre le temps de les définir, portent en eux des projets de société, portent en eux des histoires, des valeurs communes, et qu'il est vraiment important de pouvoir les mettre au centre aujourd'hui, les choisir assez précieusement, parce que la parole, elle est performative, c'est-à-dire qu'elle engage les actes aussi. Il y a un auteur islandais qui s'appelle John Kalman Stephenson qui dit que certains mots sont probablement aptes à changer le monde. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est que vous avez conscience aussi que nos actes, nos paroles sont créateurs. Ouais, on peut aller même jusque-là. Et qu'ils dessinent et qu'ils écrivent des histoires qui sont la base des histoires et des imaginaires qu'on a en commun. Alors aujourd'hui, on va raconter plusieurs histoires, on va aller dans plusieurs univers. Et avant ça, j'aimerais bien vous poser peut-être un premier paradoxe par rapport à ces questions d'écologie. C'est un texte, je vais vous lire un petit extrait, un court extrait du philosophe Pierre Charbonnier, qui est intervenu pour le média Le Grand Continent et qui a écrit un article en 2023 qui s'appelle « Trouver du nouveau, sortir de l'impasse climatique ». Et il pose les choses en ces termes. L'une des choses les plus surprenantes à propos de la question climatique et écologique, c'est qu'il n'y a plus aucune difficulté à imaginer un monde décarboné. Un monde dans lequel l'organisation socio-économique relâche sa pression sur les milieux, tout en assurant une vie digne au plus grand nombre. Cependant, l'idée même d'un monde commun soutenable semble ne pas prendre racine dans la conscience collective. S'agit-il d'une défaite idéologique, traduite dans les représentations culturelles ? On sait que pour faire exister une réalité, il faut d'abord la représenter. Alors pourquoi ne sommes-nous pas bombardés quotidiennement par un arsenal médiatique d'images, de récits, de personnages et de symboles qui convergent dans la constitution d'un système visuel
où prolifèrent les éoliennes, les fermes régénératrices, les bâtiments zéro émission, les trains à grande vitesse. Pourquoi le modèle social du partage, de l'efficacité et de la sobriété ne fait-il pas l'objet d'une vaste campagne de communication, voire, disons-le, de propagande? Pourquoi? Et il continue en disant: on s'est certes imaginé un paysage transformé par la révolution écologique, mais pas mobilisé pour l'exiger, ni constituer le bloc social qui en sera le vecteur. La puissance de traction de l'idéal serait ainsi annulée ou amoindrie par l'idée selon laquelle ce monde souhaitable et possible, voire nécessaire, reste en définitive lointain et peu probable. Je vous invite à lire l'article en entier. Alors, est-ce que ce serait ça, ce qui nous empêche d'avancer aujourd'hui, un défaut de croyance, un manque de conviction, bien lesté aussi du pouvoir du système économique et capitaliste en place, avec sa croissance infinie, cette croyance et cette histoire de la croissance infinie? Ou est-ce que ce serait un manque peut-être de patience, d'humilité face à l'échelle du temps? On en reparlera tout à l'heure, l'échelle du temps long. Alors peut-être qu'en fait, il est temps d'agir en acceptant que les fruits ils mûrissent lentement, parfois de manière invisible aussi. Et puis un jour, cette fameuse citation de Victor Hugo qui dit qu'on n'arrête plus une idée dont le temps est venu. Alors, je vous propose d'y aller, puisque les écotoniales, elles nous ouvrent cet espace de temps. Et ce temps, toute une après-midi, c'est quand même assez luxueux, pour préparer et s'inspirer et pour engager des actions transformatrices à l'échelle individuelle et collective. On l'a vu, on parle de réseau familial, aussi d'entreprise. On est sur toute cette strate d'action. Et avec tous les intervenants et intervenantes d'aujourd'hui, l'idée, ça va être d'entretisser aussi nos rêves, nos histoires, nos mots, de faire écosystème, de faire commun sur nos territoires et en lien aussi avec tous les vivants et les vivantes qui sont représentés d'une certaine manière aussi aujourd'hui ici avec nous. Voilà. J'ai posé ça. Et sur cette première table ronde, cette première plongée, je suis bien entourée avec Iliane Moundib. Donc Iliane, tu es philosophe, tu es ingénieure, pardon. Est-ce que tu... Oui, allez, on change tout. Non, Iliane est ingénieure, spécialiste des questions de résilience climatique. Tu es diplômée de l'école centrale de Lyon et tu es titulaire d'un master aussi en sciences physiques à l'Imperial College de Londres. Et aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes. Tu es consultant, chercheur, conférencier et formateur indépendant. Tu m'as dit ça tout à l'heure. Sur les questions d'adaptation aux risques climatiques. On reviendra sur ce sujet-là aussi. Et donc, avec ces casquettes-là, tu accompagnes les acteurs à la fois publics et privés sur ces sujets cruciaux. Tu es également membre aussi du conseil scientifique de l'Institut Rousseau. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas l'Institut Rousseau, c'est un laboratoire d'idées sur la reconstruction écologique et sociale. Donc, il y a vraiment ces deux aspects qui sont regroupés. Et tu as publié d'ailleurs, alors au titre de l'Institut Rousseau, des 3 notes à destination des pouvoirs publics. Une qui porte sur l'institutionnalisation de la sobriété hydrique, un sujet qui va revenir aussi pas mal dans nos échanges aujourd'hui, l'adaptation aussi de la France au changement climatique de manière plus large, et le déploiement aussi de la sobriété numérique. Ça va ? Exactement. Ok, super. Je vois que tu n'as pas de micro avec toi. Si, c'est bon, tout est prêt pour tout à l'heure. Parfait. Alexandre Monin, donc le philosophe. Docteur de à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Tu as travaillé sur la philosophie du web avant de co-initier le mouvement de redirection écologique, dont on va parler pas mal aussi aujourd'hui. Tu es également enseignant-chercheur à l'ESC de Clermont, l'école de management de Clermont-Ferrand, depuis 6 ans, et tu as créé un master que tu diriges, qui s'appelle Stratégie et design pour l'Anthropocène. Tout un programme que tu portes conjointement avec l'école de design de Lyon. Tu es aussi responsable scientifique du POPSU. Tout le monde sait ce que c'est, évidemment. Le POPSU, c'est la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc, c'est un projet dans lequel tu es impliqué depuis quelques temps aussi.
Et tu es également l'auteur de plusieurs ouvrages que je vous invite vraiment à lire, notamment donc publiés aux éditions Divergence. Le premier, c'est en 2021, qui s'appelle Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, que tu as coécrit avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar. Et également que j'ai ici politisé le renoncement en 2023, donc toujours aux éditions Divergence. On va parler un petit peu du contenu de ces ouvrages pendant cette intervention. Et avant ça aussi préciser que tu as travaillé à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou et de l'INRIA de Sophia Antipolis. Et bien d'autres choses encore, mais je vais m'arrêter là. Ça va ? Ok. Frédéric Tribalot. Frédéric Tribalot, tu es consultante en redirection écologique des organisations et des territoires au sein du cabinet Juliette Stawan. Et après ton premier master à l'école urbaine de Sciences Po à Paris, tu as rejoint l'agence Dixit.net avec créé par Sylvain Grisot, donc qui a notamment, je me permets de citer un ouvrage vraiment passionnant de la redirection urbaine qui a été édité, en tout cas qui a été produit par Sylvain Grisot en 2019 pour lutter contre l'étalement urbain via des projets de sobriété foncière et d'urbanisme circulaire. C'est pareil aussi, on reviendra un petit peu sur tous ces sujets-là. Tu as créé notamment le Serious Game, la fresque de la ville, pour vraiment comprendre les enjeux systémiques qui se jouent à cette échelle. Et en 2022, tu as commencé un second master qui s'appelle Stratégie et design pour l'Anthropocène. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Cofondé par Alexandre Monin, donc afin d'accompagner les acteurs de la fabrique du territoire dans leur virage stratégique de la redirection écologique. Donc en incluant en fait ces questions d'urbanisme dans ces sujets-là. Et ton mémoire portait sur le ménagement, et non pas l'aménagement, le ménagement des territoires à l'aune de la maintenance et du care. Pareil, tout un tas de mots sur lesquels on aura l'occasion de revenir dès maintenant. Moi, j'aimerais bien prendre un premier temps déjà avec vous trois pour reposer un peu d'abord les enjeux selon vos mots à vous et vos points de vue. Je voudrais commencer avec toi, Iliane. Ensemble, on a parlé d'écologie et d'économie en y associant ou dissociant d'ailleurs parfois les notions de risque, de morale aussi, de limites planétaires. On a évoqué beaucoup de choses et j'aimerais bien que tu puisses nous expliciter un petit peu comment toi tu relis tous ces enjeux-là entre eux et puis peut-être aussi nous montrer comment aussi tu essayes un petit peu de questionner les idées reçues sur le rapport justement qu'ont les entreprises à cette notion d'écologie. Merci à toutes et tous d'être présents, merci pour l'introduction. Je tiens aussi à remercier toute l'entreprise Charrier et en particulier les personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette réunion, mis les chaises, contacté les participants en amont, etc. C'est beaucoup de travail et on peut être reconnaissant en tout cas de pouvoir travailler dans d'aussi bonnes conditions nous quand on intervient à ce genre d'événement. J'introduis du coup la première table ronde, donc c'est à moi que revient le fardeau de redresser pour la 50e fois le portrait de la situation dans laquelle on se tient. Je vais essayer de le faire de façon succincte et en parlant de chiffres. Donc, vous êtes toutes et tous à peu près familiers avec le concept d'anthropocène. L'anthropocène, c'est d'abord une violente conquête spatiale. La conquête spatiale, c'est pas dans l'espace, c'est sur Terre. Aujourd'hui, dans le monde, sur notre planète, 3/4 des terres ont été profondément affectées par l'activité humaine. C'est aussi, l'anthropocène, une entreprise de grande simplification, de grande annihilation du vivant. On a perdu 60% aujourd'hui, on a 60% de déclin des effectifs des vertébrés sauvages en 40 ans. De même, on a moins 75% des populations d'insectes en Europe en 30 ans. Cette biomasse qu'on a perdue, on l'a remplacée par une autre type de biomasse. On a 60% de la biomasse qui aujourd'hui correspond à des animaux d'élevage. Les poulets représentent 70% de la biomasse des oiseaux dans le monde. On a 36% de la biomasse terrestre qui représente des humains, qui sont des humains. D'accord ? Et en fait, si on prend 4% de la biomasse, là, il reste que 4% de la biomasse qui est représentée par des vertébrés terrestres. C'est-à-dire qu'on a bouleversé complètement l'état de notre planète en quelques milliers d'années, et en particulier depuis l'accélération de 1850, l'accélération de la grande révolution industrielle. Donc c'est vraiment une entreprise qui se traduit par également un grand dopage. On a 70%, plus 700% d'utilisation d'engrais en 40 ans et plus 70% d'irrigation. D'accord ?
d'utilisation de l'irrigation. Donc, cette perturbation va affecter les conditions d'habitabilité de la planète en partie. Ça veut dire que cette perturbation, ces dépassements des limites et des frontières planétaires, va conduire à une entrée pour l'humanité dans un monde qui est un monde fluctuant. C'est l'ère de la polykrise. Comment ça va se manifester ? C'est ce qu'on appelle les effondrements, grosso modo, mais l'effondrement, c'est pas on va se lever du jour au lendemain, il n'y aura plus rien. C'est on va se lever et un jour, il n'y aura plus d'eau au robinet. On va se lever et un jour, la route qui était là, elle est plus là, ou elle est cassée, et puis personne ne vient réparer. De même, on va à notre supermarché, on trouve plus les pommes qu'on avait l'habitude de manger, ou elles coûtent 5 fois plus cher, etc. Donc en fait, on a une entreprise qui va se manifester par une succession de crises également géopolitiques ou d'exacerbation des tensions par rapport à certains sujets communautaires, et en particulier avec une augmentation du niveau de brutalité du monde, en particulier si on se retrouve dans des situations où on poursuit cette fuite en avant. Et donc, face à cette fuite en avant, on est toutes et tous, pour avoir une illustration, de cette fuite en avant, on peut se rappeler ce qui s'est passé à l'été 2022 en France. Sur l'été 2022 en France, c'est l'exemple typique d'une crise qui reprend dans le contexte de la polycrise et du dérèglement climatique et de tous les effondrements. Ici, je vais centrer mon propos maintenant sur l'effondrement climatique. On a eu, lors de cet été 2022, une succession de vagues de chaleur qui ont conduit à une surmortalité d'à peu près 3000 personnes du fait des fortes chaleurs qu'on a connues lors de cette année 2022. On a eu aussi une année exceptionnellement sèche. C'est moins 25% de précipitations sur cette année-là par rapport à la moyenne 1991-2020 et moins 90% de précipitations simplement pour le mois de juillet. D'accord ? On a eu du coup 1200 communes qui ont été privées d'eau pendant une partie de l'été et on a eu des pertes notamment assez importantes pour la production agricole de 10 à 30% et notamment 30% pour la production de fourrage. Deuxième élément, on a eu également des pertes sur la production d'hydroélectricité. Et la bonne nouvelle que je peux vous annoncer, c'est qu'en 2050, les températures moyennes les températures de l'été 2050, c'est la moyenne de tout ce qu'on aura. Dans un scénario 2 degrés. C'est-à-dire si on tient nos objectifs climatiques, si on prend la direction de ce qu'il faudrait faire, en fait l'été 2022, donc la crise qu'on a connue, c'est une nouvelle norme. Ça nécessite du coup de repenser complètement les choses pour nous adapter et nous préparer. Et également, il faut garder le cap pour réduire nos émissions et tenir l'objectif de degrés. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est calibré sur, au niveau mondial, une augmentation de température d'environ 3 degrés qui correspond à 4 degrés en France. D'accord ? Donc là, je vous ai dit pour 2 degrés, vous imaginez ce que c'est si vous doublez cette température. Là, je pense que l'été 2022, c'est le plus petit, c'est l'exceptionnel bas qu'on pourrait avoir dans ces conditions-là. Il faut comprendre aussi quelque chose avec la dynamique climatique. La dynamique climatique, elle a comme première caractéristique d'être irréversible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, du fait des mécanismes d'accumulation du CO2 dans l'atmosphère, si on arrête demain d'émettre des gaz à effet de serre, on arrête le changement climatique au niveau de réchauffement auquel il a été verrouillé, mais on ne revient pas en arrière. C'est-à-dire que le CO2 qu'on a mis, il y restera sur les temps de nos vies, à toutes et tous dans cette salle. Il sera évacué progressivement, mais sur des temporalités qui vont de la centaine aux milliers à la dizaine de milliers d'années. Vous mettez un pulse de CO2 dans l'atmosphère, vous arrêtez d'émettre, au bout de 100 ans, il en reste 50%, au bout de 1000 ans, il en reste 25%, et au bout de 10 000 ans, il en reste 10%. La deuxième caractéristique fondamentale du système climatique qui est en interaction avec nous, c'est son caractère de non-linéarité. Ce n'est pas un système linéaire, c'est un système qui marche par franchissement de seuil, ce qui signifie que si on dépasse notamment l'objectif de degrés, il y a une probabilité accrue de déclencher des points de bascule climatique, les tipping points. C'est grosso modo de quoi on vous parle quand on parle des fonds d'une partie des glaciers, de l'Antarctique de l'Ouest, d'une partie également de le permafrost, etc. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une adaptation à 4 degrés qui est prévue, moi c'est mon sujet, l'adaptation, et je réponds que vous n'avez aucun moyen de savoir qu'on va s'arrêter à 4 degrés parce qu'on aura dépassé le 2 degrés et parce que les scientifiques nous disent si on dépasse le 2 degrés, il y a des risques accrus de déclencher des tipping points qui créent un changement climatique du coup qui n'est plus anthropique, c'est-à-dire une boucle de rétroaction qui va provoquer un emballement climatique et donc une augmentation très importante des degrés qu'on va prendre et donc des possibilités qu'on a collectivement de nous adapter à ces conséquences. Troisième élément, le changement climatique est pour certaines dynamiques inarrêtable, notamment pour l'élévation du niveau de la mer. En fait, il y a des dynamiques qui sont déclenchées, notamment le fait que l'élévation du niveau de la mer, c'est la dilatation thermique de l'eau, comme
quand vous avez une bouilloire et que vous faites bouillir de l'eau, l'eau prend plus de place. Quand il fait plus chaud, l'eau des océans prend plus de place. Sauf qu'il y a des courants marins qui ramènent cette eau chaude en bas. Donc en permanence, en fait, vous avez une pellicule d'eau qui est réchauffée, qui repart dans le fond, et donc progressivement, l'océan gagne en volume. Et de fait, la dynamique est inarrêtable, ce qui veut dire que l'élévation du niveau de la mer, elle continuera toujours, même si on arrête nos émissions, jusqu'à 2200, 2300, jusqu'à ce que d'autres équilibres se stabilisent. Ça veut dire qu'il faut s'adapter et prendre en compte rationnellement ces questions-là. Dans cette situation, en fait, quand on fait ce panorama-là, vous l'avez déjà eu, je pense, avec une forme de prise de conscience, on se retrouve dans une situation où on a de la sidération, de la colère, on ressent de l'impuissance. La première façon de l'analyser, et moi je pense que c'est un écueil, c'est de tomber dans une forme de prisme moral. Alors toutes et tous, on a une action morale. Moi je fais ce que je fais parce que je pense que c'est bon de le faire. En revanche, il ne faut pas substituer cette analyse morale à une analyse systémique, dans le sens où la situation, c'est pas le fait de personnes qui agissent de mauvaises personnes, soit parce qu'elles sont juste fondamentalement mauvaises, soit parce qu'elles sont pas bien informées. Il y a vraiment une logique, c'est les personnages comme Trump, Bolsonaro, etc., qui sont jugés responsables de la crise climatique. C'est vrai, bien entendu, elle participe à l'exacerber, mais c'est une vision qui est limitée, qui ne voit pas l'aspect systémique de cette question. De même, ce prisme moral, il nous abandonne à une forme de contemplation du désastre. C'est-à-dire qu'on va attendre la COP qui va arriver. Donc, on a un peu arrêté, mais avant c'était ça. On attendait la COP 27, on attendait des avancées. Ça marchait pas. Et donc, on avait attente, déception et donc succession d'indignations sans englober toutes ces indignations dans une pensée complète et une analyse systémique des questions climatiques. Et ça, cette forme de sidération et en fait d'arrivée permanente de nouvelles anxiogènes, elle nous paralyse. Pourquoi ? Parce que toute notre énergie, elle se retrouve à être consacrée à réagir à ces éléments-là et à réagir à ces mauvaises nouvelles. Et j'en termine pour pas être trop long. L'autre écueil, c'est une forme aussi de centralité des actions individuelles, c'est-à-dire une forme de culpabilisation et de penser que le système est naturellement le fait d'individus qui agissent de façon totalement libre et déterminée et qui vont du coup créer système entre eux et donc c'est par le changement des habitudes de tout le monde qu'on va y arriver. Je plaide plutôt, et peut-être qu'on aura le temps de l'explorer lors de cette table ronde, pour avoir des modalités d'action plus collectives et de savoir comment on peut organiser un autre paradigme par la planification et par l'organisation de l'entraide. Merci beaucoup Liane, et désolée du coup que ça te retombe sur tes épaules de nous annoncer tout ce panorama assez effrayant. Et en même temps, je trouve que la question que tu poses effectivement de la question de la moralité par rapport à nos actions, elle est primordiale. Je trouve de ne pas confondre en fait effectivement ce prisme moral avec cette dimension et cette dynamique écosystémique, et quelque part ça nous redonne un peu, je trouve, de pouvoir d'action. Donc merci pour ça, et puis on aura l'occasion dans une deuxième partie effectivement d'aller un peu plus dans le concret. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Maintenant, Alexandre, j'aimerais bien t'interroger justement sur ta lecture de la situation. On disait que tu es co-initiateur de ce mouvement de redirection écologique. On a parlé un tout petit peu échangé en amont sur effectivement l'importance des mots. Quand on parle de transformation, de bifurcation, de redirection, qu'est-ce que ça signifie ? Tu parles aussi dans tes ouvrages, dans tes travaux, de renoncement. Dans la question du renoncement, il y a la question du choix, mais parfois aussi il y a la question du subissement aussi de ces renoncements. En lien du coup avec la pression des activités humaines et sur les limites planétaires, on en a un petit peu parlé tout à l'heure aussi. Est-ce que tu peux nous expliciter cela, peut-être compléter un peu ta vision de la situation ? Oui, bien sûr. Déjà, merci encore pour l'invitation, l'organisation et tout le travail qui a mené à cet événement. Effectivement, alors, pourriez vous poser la question, pourquoi parler de redirection écologique ? Ce que je dis souvent, parce qu'il existe déjà de nombreux paradigmes finalement. Alors, tu as parlé d'économie régénérative en introduction. On peut parler évidemment de RSE, de développement durable avant ça, des critères ESG sur la gouvernance sociale et environnementale des organisations, des entreprises, etc. etc. Bref, il y a beaucoup de paradigmes. Donc pourquoi parler de redirection ? Est-ce que c'est juste un effet de branding, ou alors il y a autre chose derrière ? En fait, l'idée derrière la redirection écologique, et en écho à ce qui a été dit précédemment, elle part d'un point de départ qui est assez différent de tous ces paradigmes antérieurs qui ont leurs différences, et il faudrait des jours, voire des semaines pour leur rendre justice. Donc je ne vais pas le faire, rassurez-vous.
rassurez-vous maintenant. Mais on pourrait dire qu'avec tous ces paradigmes-là, on va essayer à chaque fois de maintenir l'existant, soit en adaptant nos usages, soit en adaptant nos technologies, en les rendant de plus en plus efficientes, mais on va quand même essayer de maintenir un petit peu le monde qu'on connaît. La redirection écologique part du principe que ça n'est ni possible ni souhaitable de maintenir l'existant et que donc demain il va falloir procéder à un certain nombre d'arrêts, d'activités, de fermetures et que le mieux c'est d'arriver effectivement à les anticiper, à les travailler de manière démocratique, ce qui peut s'inscrire dans le cadre d'une planification par exemple, après tout dépend évidemment laquelle et qu'est-ce qu'on dit derrière ça, mais qu'en tout cas on est effectivement confronté à un horizon où on ne peut plus maintenir l'existant. Et donc souvent je fais une distinction entre ce à quoi on ne pourra pas ne pas renoncer. Ça fait beaucoup de négations, mais à la fin, ça veut dire qu'on est obligé quand même de renoncer à un certain nombre de choses. Des exemples ont été pris sur le trait de côte. On sait qu'il y a des endroits où il y a des habitations aujourd'hui. Ces habitations, on ne pourra pas les maintenir demain parce qu'il y a une dynamique qui fait que il y a déjà des premiers réfugiés climatiques en France. Voilà, donc sans attendre 2050 et surtout 2100 où les problèmes vont surtout se matérialiser à cet horizon-là, mais il y en aura évidemment avant. Il y a des endroits effectivement où il y a des problèmes liés à l'eau, donc ça pose la question de ce qu'il est possible de faire. Mais aussi un exemple assez paradigmatique de tout ça, alors qui vous concerne moins ici. Alors parfois je dis en Bretagne, puis on me lance des pavés en pleine figure, donc je sais jamais si je dis que c'est en Bretagne ou pas, donc je suis toujours hésitant. Donc voilà, mais selon votre religion, vous comprenez ce que je veux dire. Mais par exemple les stations de ski, on sait, il y a eu un rapport de la Cour des comptes encore récemment, que beaucoup d'entre elles vont disparaître parce que manque de neige, parce que le pergélisol dégèle. Ils ne font pas, mais ils dégèlent, ce qui rend l'activité, par exemple aujourd'hui, de guide à certains endroits trop dangereuse parce que la montagne s'effondre. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait tangibles et on pourrait multiplier les exemples. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là lorsqu'on est confronté à ces éléments, à ces arrêts d'activité, à ces changements en profondeur, plutôt ici du point de vue de l'adaptation, parce que les milieux se transforment et les milieux ne permettent plus de réaliser les mêmes activités qu'autrefois. Donc là, il faut évidemment y travailler rationnellement, posément, comme ça a été dit, et surtout l'anticiper, plutôt que de réagir au pied du mur. Et puis, il y a aussi tout un volet où, de toute manière, il ne faut pas maintenir un certain nombre de choses, d'activités, de production, etc., parce qu'elles dégradent les conditions d'habitabilité sur Terre. Les limites planétaires que j'ai vu passer tout à l'heure sur une slide, c'est 9 limites qui décrivent finalement des conditions d'habitabilité sur Terre et qui sont en train d'être franchies. Limites, frontières, seuils, on appelle ça comme on veut. Et du coup, effectivement, ça pose la question d'arbitrer aussi pour continuer de faire ce qui dégrade l'habitabilité. Donc cette fois-ci, plutôt du point de vue, on pourrait dire, de l'atténuation. Éviter de faire des choses qui dégradent l'habitabilité sur Terre. Et donc dans les deux cas, on est confronté d'ores et déjà, et certains acteurs de manière extrêmement tangible, à ces perspectives d'arrêt, de renoncement. Et évidemment, je reboucle sur ce qui a été dit quand je parle ici de renoncement, et c'est le sens de mon livre qui s'intitule « Politiser le renoncement ». Il ne s'agit pas du tout d'un renoncement individuel, il ne s'agit pas du tout de ça, du renoncement des renoncements, mais il s'agit de dire comment est-ce que collectivement on arrive à déterminer à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une montagne, à l'échelle de tout un tas de territoires de vie finalement, comment est-ce qu'on arrive à déterminer ce qu'il faut maintenir, ce qu'on ne pourra pas maintenir, ce qu'il ne faudra pas maintenir, et arriver à s'organiser autant que faire se peut démocratiquement, en anticipation, donc pas au pied du mur, parce qu'évidemment dans ce cas-là on n'a pas le temps d'agir et donc la démocratie passe un petit peu à l'as. Et puis aussi de manière, c'est peut-être la partie la plus spécifique à la redirection écologique, je dirais, de manière non brutale. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis de manière non brutale ? Ça veut dire en prenant en compte les attachements des personnes qui sont liées à des emplois, à des activités, à une production, à un territoire, à des infrastructures, à tout un ensemble de choses qui peut-être ne sont pas viables, qui peut-être vont disparaître, dont peut-être on doit se détacher ou se désattacher, je parle plutôt dans ces termes-là. Et donc comment est-ce qu'on arrive à prendre en compte ces attachements qui peuvent être aussi bien des attachements économiques, objectifs, les gens en vivent, que des attachements affectifs,
il y a une familiarité, il y a un horizon dans lequel on a toujours vécu, donc on est très attaché à quelque chose. Bref, comment est-ce qu'on arrive à faire avec ces attachements-là? Et pour nous, c'est un élément absolument fondamental, puisque si on considère les attachements, on ne peut pas faire sans les personnes concernées. Parce qu'on ne peut pas essayer de comprendre, de cartographier les attachements sans les personnes qui sont attachées uniquement de l'extérieur. Donc on est obligé, c'est une bonne chose, d'enquêter, de co-enquêter avec les personnes concernées. Et donc c'est là aussi qu'il y a une dimension démocratique. Il y avait l'année dernière, en fin d'année dernière, une personne qui travaille, parce que j'interviens beaucoup auprès de collectivités dans ce cadre-là, pas seulement, mais notamment, et une personne disait, ah oui, vos histoires d'attachement, que je ne détaille pas plus ici, mais ça me parle bien, disait cette personne, qui était une personne en direction de collectivité, parce que nous, on a été confrontés quand on a dû arrêter une patinoire. Ça coûtait trop d'énergie, c'était coûteux, c'était compliqué de la maintenir. Et bien quelqu'un une personne qui n'était pas usagère de la patinoire m'a dit, mais en fait vous m'assassinez. Cette patinoire, c'est ma vie. Pourtant, elle n'était pas usagère directement de la patinoire, mais il y avait une familiarité, il y avait le fait de se dire mes enfants seront usagers de cette patinoire, j'ai grandi avec, etc. Et donc j'y suis très attaché, mais je me rends compte de ça au moment où on va la perdre. Et donc il y a tout un enjeu finalement à faire remonter ces attachements-là, parce que c'est vraiment le matériau à partir duquel on va pouvoir correctement poser la question des renoncements et aussi considérer quelles sont les personnes qui vont être le plus affectées par ces perspectives-là qui de toute manière vont s'imposer à nous, et notamment les personnes les plus vulnérables. Et c'est de comprendre effectivement comment on arrive aussi à prioriser ces personnes-là par rapport à ces chantiers qui de toute manière sont des chantiers qui dans tous les cas vont s'imposer à nous. Donc si on veut les devancer, si on veut les travailler bien, il y a tout un travail à faire qui est qui demande du tact, on va dire. Voilà. Merci pour ce complément de tableau. Et j'aime bien cette idée, effectivement, de se dire comment, qui nécessite une extrême subtilité, c'est là d'où la difficulté de l'exercice, justement de se remettre en capacité, quelque part, de choisir nos renoncements, tout en considérant, effectivement, les multiples attachements et les multiples liens qui existent et qu'on soupçonne même pas, parfois. Donc merci pour ça. J'aimerais bien qu'on reparle aussi effectivement de cette notion de fermeture et d'héritage juste après. Frédéric, j'aimerais bien donc toi t'entendre en tant qu'urbaniste justement. Donc tu situes ta pensée et ton action à l'échelle du territoire. Donc on est à la fois plus macro et plus centré. En tout cas sur les territoires qui sont aménagés par les humains, que ce soit les zones urbaines, périurbaines ou rurales d'ailleurs. Puisqu'il y existe peu d'espaces encore sur cette planète qui ne sont pas aménagés par les humains. Mais les mots qui sont revenus dans nos échanges avec toi, c'était la question de la sobriété, donc c'est quelque chose que vous avez quand même tous en commun, de la maintenance, j'aimerais bien qu'on reparle de ça aussi, et du care, et que tu synthétises dans ton sujet sur le ménagement des territoires, que je trouve vraiment quelque chose que j'aimerais bien que tu nous explicites un petit peu plus. Et du coup, j'ai l'impression que pour toi, la redirection écologique, elle passe nécessairement par une réflexion sur nos manières peut-être de cohabiter. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, peut-être avant de revenir en effet sur ces questions de maintenance ou de prendre soin, ce qu'il faut bien comprendre au niveau des territoires, c'est que, en fait, Yann Mundib l'a dit juste avant, on arrive complètement à une impasse dans la façon dont on a aménagé nos territoires, à la fois dans nos manières de cohabiter avec des non-humains, avec le vivant, mais aussi dans nos manières de cohabiter entre humains, et donc de perte d'intensité de relations sociales qu'on peut avoir en fait déjà sur notre territoire. On a laissé totalement la place à la voiture dans la façon de réaliser, construire, imaginer nos territoires et qui nous crée clairement des polarités, des endroits fonctionnels qui fait qu'on habite un endroit où on ne travaille pas, où on ne fait pas ses courses, où on n'a pas de lien avec la personne qui nous nourrit, donc avec le monde agricole, et qu'en fait vraiment le monde de l'urbanisme, le monde de l'aménagement du territoire est aussi un corollaire de toutes ces crises climatiques, biodiversité, mais aussi sociale. Il faut vraiment avoir en tête que le monde
monde du bâtiment est quand même responsable à 19% des émissions de gaz à effet de serre en France, mais que si on a une vision un peu plus systémique et donc on y ajoute notamment les transports ou les consommations qui vont être liées à ça, on arrive à 50% en fait des émissions de gaz à effet de serre sur le fait d'aménager le territoire. Donc on n'est pas du tout à une petite échelle, et donc les efforts massifs en fait dans notre réflexion qu'on a, on a des efforts massifs à faire sur ce paradigme-là. C'est aussi une complexité en fait dans l'aménagement de nos territoires, d'avoir vraiment une culture du projet, de faire du neuf, de toujours pouvoir créer quelque chose de nouveau qui soit visible, notamment au niveau des élus. Je sais que certaines personnes dans la salle travaillent au quotidien dans l'aménagement du territoire ou dans des collectivités, et il y a cette nécessité de montrer qu'on a fait quelque chose dans notre mandat, de montrer à ses habitants qu'on s'est occupé de leurs désirs. Et donc on a fait une nouvelle école, qu'on a fait un nouveau gymnase, qu'on a fait un nouvel immeuble pour accueillir telle et telle population, un nouveau lotissement parce que on est dans la recherche d'attractivité de son territoire, dans la recherche de l'emploi, etc. Donc on est toujours sur une logique d'aller vers du nouveau, d'aller vers de la construction en dur. Et on a du mal à se reposer la question du réel besoin, des réels usages qu'on va avoir par rapport à ça. Et donc en fait, effectivement, il y a tout un chamboulement en ce moment dans le monde de l'aménagement qui est lié à la sobriété foncière, donc à la zéro artificialisation nette, qui vient s'opposer à l'étalement urbain d'une certaine manière, puisque en fait, effectivement, d'avoir laissé la voiture contrôler la façon dont on s'occupait de nos territoires fait qu'on est sur des territoires où on vit de plus en plus loin, où on prend de plus en plus les transports pour se déplacer. Et donc il y a quand même eu toute une remise en cause de ça grâce à la loi zéro artificialisation nette, qui vient bouleverser vraiment la façon dont on pensait nos territoires. Alors elle vient la bouleverser et en même temps on l'atténue un peu parce que peut-être c'était un trop gros bouleversement d'un coup, mais on pourra en reparler sur le fait qu'il faut, je pense, aller même encore plus loin que ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai coup de pied dans la façon dont on réfléchissait, parce qu'il faut qu'on passe il faut qu'on change d'une vision de la ville jetable, de la ville de grand espace à une nouvelle intensité, retravailler en centralité et surtout travailler avec l'existant. Donc c'est là aussi où les mots jouent, parce qu'à la fois on se dit qu'on ne pourra pas tout maintenir et en même temps dans nos territoires, dans l'urbanisme, dans l'aménagement, 80% de la ville est déjà là, de la ville de 2050. En fait, quand on parle de neuf, quand on parle de bâtiments zéro carbone ou à faible émission, je suis désolée mais globalement on s'en fiche, parce que ce qui nous intéresse, c'est des bâtiments qui sont déjà existants, et c'est ceux-là sur lesquels il faut qu'on travaille, ou c'est ceux-là sur lesquels il faut qu'on intervienne. Et donc en fait là, il y a quand même une notion de maintenir ce qui est déjà existant, et donc de travailler sur cette maintenance-là. Et en fait, de travailler dans ces centralités, de revenir travailler cette proximité, c'est aussi effectivement se poser la question d'un parcours résidentiel qui là aujourd'hui est totalement impensé dans nos politiques. C'est que globalement, vous avez des familles qui n'arrivent plus à se loger parce qu'il y a plus assez de logements pour elles, les logements sont pas assez grands, et vous avez des personnes âgées qui vivent loin des centralités, qui sont toutes seules dans leur maison. Et là, on a total impensé sur comment est-ce qu'on fait pour que ces personnes-là puissent avoir un parcours résidentiel qui leur corresponde, qui soit adapté à leurs besoins, et qui fait qu'en effet, on arrive à revenir dans une intensité des relations sociales. Quand vous demandez à des maires, pour avoir beaucoup travaillé dans des collectivités, et notamment sur toute une étude dans l'Ille-et-Vilaine, de tous bords politiques différents, c'est pas du tout le sujet. Quand vous leur demandez c'est quoi la ville de leur rêve, ce qui vous parle, c'est de l'intensité des relations, c'est que leur centre-ville ou leur place du village soit vivante, que les gens se parlent et qu'il y ait des liens intergénérationnels beaucoup plus concrets que ce qu'on peut avoir maintenant. C'est sûr que si on passe tous 40 minutes dans notre bagnole tous les soirs, on va pas beaucoup se parler. Donc, je veux pas que taper que sur la voiture essentiellement, c'est pas le sujet. La voiture, c'est qu'une conséquence aussi de tout ça, de cette facilité qu'on a donnée. En fait, on a fait un aménagement du territoire facile sans prendre connaissance de tous ces enjeux. Évidemment, on en a déjà reparlé, mais il y a aussi toute la relation
notion au vivant qu'on a perdue, au non-humain. Quand on parle de sol, on parle notamment dans cette loi de tous ces sols qui sont artificialisés, anthropisés, qui viennent briser ces corridors écologiques, mais aussi tout simplement parce qu'on a complètement perdu l'habitude de vivre avec des animaux, avec des insectes, avec même, j'ai envie de dire, l'eau dans nos territoires. Il y en a plein qui ont été, qui sont totalement recouverts. Ça va nous faire tout drôle quand elle va commencer à ressortir, mais voilà, on a vraiment perdu ces habitudes-là, et donc il y a à la fois en fait des cohabitations qui se font beaucoup moins entre humains, mais des cohabitations évidemment qui se font plus du tout avec le reste du vivant. Et donc en fait, de parler de cette notion de sobriété foncière, qui donc est amenée par la ZAN, c'est aller beaucoup plus loin que ça en fait. Si on revient sur des centralités, c'est vraiment se poser la question de notre besoin, de l'usage, et aussi de l'usage qu'on va faire de nos sols, ou on ne va justement peut-être pas faire, et on y reviendra, mais c'est un peu changer ce paradigme-là. Et en fait, l'intérêt de poser la notion de maintenance et de prendre soin sur l'aménagement du territoire, donc passer au ménagement des territoires, c'est-à-dire le ménager, en prendre soin, le maintenir, etc. C'est des notions en fait qui nous permettent aussi de sortir de cette vision justement du projet, du toujours faire du neuf, de toujours aller plus loin, d'être toujours dans une forme de compétition territoriale. Moi, je ferais une médiathèque mieux ici, moi, j'aurais une plus grande ville, moi, j'aurais ci, moi, j'aurais ça, qui est en fait une notion assez compétitrice, assez viriliste. J'ai pas dit que c'est que des hommes qui font ça, mais en tout cas assez viriliste des territoires, comme si on était maître et possesseur de la nature, qu'on croit un peu toujours qu'on l'est. Alors que se mettre dans une notion de prendre soin, ça va aussi être dans le fait de faire durer les choses, d'écouter ce qui se passe, et vraiment de se mettre dans une posture d'humilité en fait qu'on a par rapport aux territoires sur lesquels on vit, et d'éviter en effet, et de sortir de justement d'être de ce posture de constructeur un peu forcené qu'on peut avoir, alors que là on se remet dans une position donc en fait dans un nouveau métier. Ça veut dire que des métiers, typiquement des métiers d'urbanisme, mais aussi des métiers d'aménageurs, des métiers de constructeurs, des métiers de promoteurs, des métiers d'architectes, sont des métiers qui sont totalement bouleversés, puisqu'en fait ils vont d'abord passer par l'écoute, par se redemander de ce dont on a besoin, qui a besoin de quoi, écouter aussi les vulnérabilités d'un territoire, ses fragilités, et se baser là-dessus, et pas se dire que un besoin est égal à un nouveau bâtiment, est égal à un nouveau projet. Mais se dire que peut-être justement un besoin peut passer par quelque chose qui existe déjà, par quelque chose où on peut répondre différemment, parce qu'en fait peut-être qu'on n'a pas posé la question de la bonne manière. Voilà. Donc en fait c'est pour ça qu'il me semblait intéressant d'enlever le A d'aménagement, qui est déjà pas mal fait sur ce territoire-là. Le département de Loire-Atlantique a déjà une vraie communication sur tout ce qui est ménagement des territoires. Donc c'est intéressant de voir que c'est des notions qui avancent, qui commencent à marquer les esprits. Et la sobriété foncière, pour le coup, n'y est pas pour rien, même si ce n'est qu'une étape. Elle a au moins eu elle a au moins la chance de bouleverser déjà le monde de l'aménagement là-dessus, même si il faut qu'on aille encore plus loin dans le nouvel imaginaire qu'on peut avoir sur l'aménagement du territoire, et notamment le faire de façon beaucoup plus démocratique qu'on ne le fait maintenant, puisque vous le savez très bien maintenant, les projets qu'on peut penser, même des projets en réhabilitation, là c'est même pas le sujet, ils vont être un peu en vase clos, et on va faire des concertations, mais des concertations quand il y aura déjà le projet. Donc on va vous demander de choisir entre le projet A ou le projet B, ou peut-être qu'on peut faire un peu du C, alors qu'en fait peut-être qu'il faudrait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on parle déjà de ce projet, et est-ce qu'on en a vraiment besoin. Merci beaucoup Frédéric. J'aime bien cette question, cette possibilité d'enlever un petit A privatif pour d'un coup ouvrir les possibles, et notamment si je devais résumer ce que tu dis, je sais pas, il y a quelque chose qui me revient, tu as parlé du mot d'humilité, il a en commun le mot humain et le mot humus. CPL quelque part justement de réapprendre à vivre ensemble et sur cette terre. Ça paraît un peu large comme ça, mais en tout cas je pense qu'il y a quand même un truc qui est aussi simple que ça aussi parfois. J'aimerais bien alors on a commencé déjà un peu à l'instiller par petites touches avec vous trois, mais justement à s'interroger une fois que les constats sont posés, un petit peu les enjeux, de se dire quelles seraient les modalités d'une action qui pourrait être efficace. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce mot-là, parce qu'il est assez spécial en effet, ou peut-être viable, parce que c'est un mot que tu utilises beaucoup, Alexandre.
viable dans le sens de la survie, pas uniquement dans le sens de l'efficacité justement. Comment finalement assurer nos conditions de survie sur cette planète quelque part. Ouais, on a dit que cette première table ronde, elle était là pour ouvrir. Après, on réattire un petit peu sur les pieds sur le plancher, mais tant qu'à faire, autant ouvrir au maximum pour aller justement questionner ses limites. Donc tu poses la question de la viabilité par rapport à l'économie. Parce qu'il ne s'agit pas ici de sortir l'économie de nos discussions, mais bien justement de l'inclure là-dedans et d'imaginer comment on peut faire avec, comment on peut justement la rendre viable et comment on peut anticiper justement. Donc je reviens un peu sur tes sujets, sur la question des héritages du futur. Et notamment, tu parles des communs négatifs. Donc j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans le détail là-dedans. Comment on peut justement repositionner nos choix, comment on peut justement mettre en place toutes ces choses-là, tous ces ingrédients. Il y a plusieurs choses, effectivement. J'ai noté la question sur héritage et fermeture. En fait, ce que je peux dire peut-être en démarrage, c'est qu'on a aussi une culture des institutions où on sait assez facilement, en tout cas du moins on s'essaye à fortement innover, notamment pour maintenir justement la machine en place. On a besoin d'innovation un petit peu constante. C'est ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice et qui est devenu maintenant plutôt un dogme un peu affadi d'ailleurs par rapport à l'époque de Schumpeter. Donc un cycle destruction, création, création, destruction. On insiste de plus en plus sur l'importance de la réparation et dans la loi il y a de plus en plus de réparabilité. On essaie de faire durer les choses. Il y a la question de la maintenance qu'a évoqué Frédéric à l'instant. Il y a de plus en plus de travaux là-dessus. On peut parler en France du travail de Pierre Quay, qui est philosophe, mais aussi les travaux de Jérôme Denis David Ponty, plus en sociologie STS, Science and Technology Studies, mais il y a moins d'accent qui est mis sur les questions de fermeture. Comment est-ce qu'on arrête de faire quelque chose quand on se rend compte que ça n'est plus une bonne idée ? Ce qui n'est pas du tout évident, parce que souvent quand on arrête de faire quelque chose, c'est un échec en fait. On arrête un projet, le simple fait d'arrêter, même si c'est une mauvaise idée de continuer le projet, c'est un échec. Mais vous avez déjà dû vivre ça, vous lisez un très mauvais livre, vous dites je l'ai acheté, je vais le terminer, ce qui n'est pas du tout rationnel. Faut le pousser, le poser tout de suite en fait, le livre. Peut-être qu'il sera bien à la fin, mais ça c'est comme dans une relation romantique, peut-être que ce sera bien à la fin, mais vraiment, en général, il y a des red flags, il faut arrêter beaucoup plus tôt, quoi. Donc, c'est rarement bien à la fin, en général. Et donc voilà, donc on a du mal en fait à différentes échelles, à différents niveaux à ne pas faire. Et donc il y a besoin aussi de faire émerger une culture en la matière. Il y a des chercheurs, notamment autour de quelqu'un qui s'appelle Eddie Klotz, qui ont travaillé aux États-Unis, pour montrer que vraisemblablement quand on pense transformer une situation, donc un changement, ça peut être une transition, ça peut être autre chose, on a plus de facilité à imaginer changer par addition que par soustraction. Alors ça revient aussi à la question de l'aménagement. Pour faire mieux, je vais rajouter quand même quelque chose. Et peut-être c'est un côté presque honteux, quoi. Finalement, c'est le dernier que je rajoute, mais j'en rajoute quand même un bâtiment, une médiathèque, quelque chose, et ensuite tout ira mieux. Ce sera voilà. Et on a beaucoup de mal à penser par soustraction. Donc ajouter un objet, ajouter un service, ajouter une fonction, ajouter quelque chose, mais retirer quelque chose, c'est beaucoup plus difficile. Et donc il y a un biais, visiblement, qui a été analysé par des chercheurs, qui est un biais qu'on peut dire cognitif, mais ils ne sont pas du tout réductionnistes, donc qui peut être tout à fait renforcé par les institutions, par la culture, par l'environnement, par tout un tas de choses. Et donc c'est compliqué effectivement de se projeter dans autre chose. C'est compliqué d'ailleurs pour un maire aménageur, dans le cas évoqué à nouveau par Frédéric, de lui dire il faut arrêter. Alors très bien, mais la carrière d'un maire aménageur, c'est d'être aménageur. Voilà, un maire aménageur par définition, il est aménageur, ça fait partie du métier, ça fait partie de ce qu'on valorise. Donc si on veut enlever ça, qu'est-ce qu'on donne à l'inverse ? Est-ce qu'on a les modèles aujourd'hui pour ne pas faire, même si c'est l'action la plus rationnelle ? Est-ce qu'on a les modèles, par exemple, financiers pour se dire, on sait que tel projet, c'est une mauvaise idée ? On sait que si on continue, si on va au bout, derrière, il va falloir le démanteler, il va falloir dépolluer. On en a encore pour finalement des années et des coûts supplémentaires. Qu'est-ce qu'il faudrait finalement pour qu'on puisse arrêter dès maintenant ?
Ça, c'est intéressant. On n'a pas forcément les modèles politiques, les modèles financiers, finalement, pour arrêter et en sortir par l'eau. Et donc, il y a tous ces éléments qu'il faut très concrètement proposer. Donc, moi, souvent, je blague un peu, mais en fait, ils prennent ça très au sérieux quand je suis devant des élus ou des collectivités pour dire, si on arrête quelque chose, il faut que demain, on arrive à dire, on n'a pas fait telle zone d'activité à tel endroit, mais la forêt qu'on a maintenue, la zone humide qu'on a maintenue, etc., on va l'inaugurer. On va finalement refaire du symbolique, parce que dans le maire aménageur, il n'est pas aménageur pour rien, il est aménageur parce qu'il y a du symbolique qui se crée, il y a des attachements finalement à ce que c'est que d'être un maire, ce qu'on va laisser derrière soi, etc. Ça fait partie du métier d'une certaine manière, et on ne rompt pas avec ces éléments-là du jour au lendemain. Donc on a besoin finalement aussi de créer toute une culture, alors qui n'est pas qu'une culture, qui est aussi des modèles économiques pour ne pas faire, parce que souvent, j'ai une étudiante qui avait travaillé là-dessus, sur des agents qui regardent un peu le donut, vous savez, le beignet entre le plancher social et le plafond environnemental, le beignet de tel ou tel projet. Et incroyablement, on se rend compte que c'est pas le projet A, le projet B ou le projet C qui sont le meilleur pour le donut, c'est le non-projet. Le meilleur donut, c'est le donut vide en fait. Mais c'est un peu difficile de le valoriser, de le vendre, de le présenter comme tel. Donc il y a tout un travail de ce point de vue-là, effectivement, qu'il faut faire aujourd'hui, qui est à la fois symbolique, mais qui est aussi très clairement économique. Voilà, c'est quoi les modèles dont on a besoin ? Peut-être juste pour vous partager un verbatim là-dessus, parce qu'ils ont un peu... alors c'est pas en Bretagne, c'est à Caen, ils ont un peu inauguré ça, parce qu'il y a une grosse zone d'activité qu'ils ont finalement annulée, parce qu'ils se sont rendus compte que au bout de 10 ans, donc ils étaient quand même très attachés au projet, ça faisait 10 ans qu'ils y travaillaient, etc., etc. Ils se sont rendus compte que la hausse du niveau de la mer était plus importante que ce qui était prévu, ça changeait un peu aussi la nature des cours d'eau et leur devenir, et puis il y a la sobriété foncière qui s'ajoute à ça, donc un environnement qui a beaucoup changé. Et donc, par exemple, le DG de la société publique locale d'aménagement Caen-Presqu'île a dit, comme ça dans la presse, ça a été difficile pour moi comme pour les promoteurs, mais en même temps, on est content de ne pas être allé plus loin et de se retrouver dans des situations juridiques invraisemblables. Donc c'est bien aussi de savoir s'arrêter avant justement de créer de l'irréversibilité, avant justement d'enclencher des projets dont on sait d'ores et déjà qu'ils vont plus dans la bonne direction, que finalement ce sont des projets du passé, ce sont aussi des projets dont on hérite. Et c'est ça d'une certaine manière ce que j'appelle moi des communs négatifs, ce sont des modèles, ce sont des infrastructures, ce sont parfois des technologies, mais tout un ensemble de choses dont on hérite, mais qui ne sont plus adaptées au monde dans lequel on devrait se projeter demain. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait collectivement ? Comment est-ce qu'on arrive à leur donner une autre trajectoire ? Parfois, quand le projet n'est pas encore advenu, on peut arrêter. Ce qui n'est pas le plus facile, parce que quand vous arrêtez au bout de 10 ans de travail, de préfiguration, de promesses, il y a tout un travail derrière à faire pour justement faire passer la pilule, mais c'est parfois nécessaire. Alors vous imaginez, vous êtes agent dans une collectivité, vous bossez depuis 10 ans sur un projet, et puis vous vous rendez compte en regardant les données... en fait, ça marche plus. Donc, vous levez la main et puis vous allez voir votre responsable politique, votre responsable, etc. Vous dites, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée. Au bout de 10 ans. Moi, je pense que la pilule, elle est compliquée à faire passer et qu'il y a quelques gouttes de sueur qui ont coulé sur les joues des personnes qui étaient dans cette situation-là. Mais en fait, cette situation-là, aujourd'hui, elle est en train de se multiplier. On a fait un événement à Angers le 22 mars dernier. Et en fait, certaines personnes qui parlaient disaient en fait, on est confronté à ces perspectives-là de plus en plus. Et quand on va les chiffrer, on va se rendre compte que c'est des non-advenus de projets qui représentent aujourd'hui des milliards d'euros, en fait, quand on est en cumulé, mais qui passent complètement sous les radars de la presse, des discussions politiques, etc. Et les gens qui étaient sur place avaient presque cette idée de dire, mais en fait, on est un peu comme chez les alcooliques anonymes. On est en train de se parler de choses qui peut-être de l'extérieur ou jusqu'à présent sont honteuses, ne plus faire, mais qui en fait sont absolument nécessaires. Dans le pays de Fayence, on a parlé de la sécheresse tout à l'heure, donc d'un territoire dans le sud-est de la France, dans le Var, une communauté de communes, eux, confrontés à un manque d'eau, notamment une grande sécheresse effectivement en 2021 et 2022, avec le village de Seillan, qui a été ravitaillé par camion-citerne pendant presque un an. Il n'a pas plu pendant un an dans le village, donc c'est quand même quelque chose. Eux ont décidé d'arrêter tout type de construction pour une durée de 5 ans.
est d'imaginer demain justement un urbanisme adapté à l'eau et non pas d'adapter à l'eau aux besoins de l'urbanisme qui a été réalisé. Donc là encore, on va en territoire inconnu. Forcément, c'est pas évident parce qu'on ne sait pas exactement où on va, comment on va le faire, mais on sait que c'est nécessaire, qu'il faut y travailler et que par ailleurs, bien d'autres territoires vont être confrontés aussi à ces perspectives-là et qu'il y a un enjeu d'autant plus grand finalement à apporter des réponses et les réponses qu'il faut et de préférence, encore une fois, comme j'indiquais tout à l'heure, des réponses démocratiques, acceptées, etc. Ce qui n'est pas forcément évident. Et juste, je termine là-dessus. Pourquoi c'est pas évident ? Parce qu'on peut aussi avoir des populations qui sont confrontées à ces transformations et le cadre en fait change et on peut avoir l'impression que, pour dire, voilà, les autorités essayent de vous avoir d'une certaine manière. Je donnerai un exemple. Moi, je regarde un peu les groupes Facebook des habitants de cette région parce que j'étudie un petit peu ça. Et quelqu'un qui disait il y a quelques semaines merci monsieur le préfet, mais sur un mode très ironique. Le préfet venait d'annoncer un arrêté sécheresse parce qu'il y avait toujours tendu au niveau de l'eau. Mais en même temps, il pleuvait et il pleuvait fort. Il disait merci monsieur le préfet, je viens de vider ma piscine qui déborde en plein arrêté sécheresse. Mais ce qui autrefois en fait devait être impossible d'avoir une piscine qui déborde en plein arrêté sécheresse, mais qui en fait dans le monde dans lequel on est aujourd'hui est quelque chose qui est tout à fait possible, mais qui évidemment change complètement le cadre dans lequel on peut se situer. Merci beaucoup. Je sais pas, parce que Cécile qui va intervenir sur la troisième table ronde est devant moi, je pense à la culture du compost. Peut-être que c'est ça aussi, c'est composter certains projets et les transformer en autre chose. En tout cas, on parlait d'histoire, d'imaginaire, de mots qu'on utilise. Effectivement, la question des symboles et comment on peut les mobiliser justement pour travailler sur cette question, prendre en compte la question des attachements, mais aussi la question des renoncements. Ça peut être vraiment quelque chose ici à reconsidérer. On parlait de sobriété, du coup je voudrais te renvoyer la balle, Frédéric, justement sur cette question, cette notion de sobriété, parce que finalement ce que tu dis c'est que la meilleure zone d'activité régénératrice, pardon Emmanuel, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est celle qui est une zone de non-activité, et du coup ça questionne la question de la sobriété effectivement, et est-ce qu'on peut revenir sur cette question de sobriété, voir comment elle peut s'incarner au niveau des territoires, et quel rôle aussi peut-être les organisations elles ont à jouer là-dedans. Parce qu'en fait là on parle beaucoup de ne pas faire, se retirer, mais du coup comment en fait on est aussi dans l'action par rapport à ça, ça n'annule pas l'action et notre pouvoir d'action. Oui, tout à fait. En fait, on peut parler de non-projets, hein, c'est sûr. Donc là, on n'est même plus sur de la sobriété parce on ne fait plus rien du tout. C'est quand même un discours qui est encore, je pense, difficilement entendable. Non pas qu'il ne faut pas se poser la question, mais en tout cas qui peut brusquer sur des territoires dont on a encore des besoins, notamment des besoins que ce soit pour des soins médicaux, que ce soit en logement social, que ce soit dans du logement adapté senior. Enfin bon, bref, il y a encore des besoins. Après, c'est comment est-ce qu'effectivement on va venir répondre à ces besoins. Donc là, notamment, on avait en effet travaillé des notions d'urbanisme circulaire, dont une des premières boucles, c'est l'intensification des bâtiments déjà existants, c'est de venir travailler sur le temps. Donc typiquement, vous avez une école, vous avez un bâtiment public où en fait, au lieu d'avoir un seul usage pour ce bâtiment, donc qu'il soit que l'école ou que la médiathèque, on vient multiplier les usages au sein d'un bâtiment déjà existant. On va rajouter par exemple à Noirmoutier, pendant les vacances scolaires, l'école se transforme en site d'hébergement. Donc en fait, ça fait autant d'hôtels qu'on ne va pas construire à côté. Enfin voilà, c'est aussi ce genre de réflexion. Donc c'est à la fois des réflexions qu'on doit avoir à la journée. Quels usages peuvent être multipliés la même journée? Quels usages peuvent être multipliés sur des saisonnalités différentes? Donc voilà, ça c'est vraiment en fait venir travailler, j'ai envie de dire, l'organisation même d'un bâtiment, parce que souvent la problématique c'est de se passer les clés, hein. Ce qui en fait est une vraie problématique. mais pourtant, voilà, celle-ci, en termes d'émissions ou en termes d'impact, elle est très faible. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle il faut qu'on travaille. Et là-dessus, les acteurs publics, ils ont énormément, notamment, on peut commencer par eux en termes d'exemplarité, il y a un gros travail à faire de diagnostic, de recensement sur les multiples salles de réunion, les multiples bâtiments qui sont sous-utilisés, voire pas utilisés. Et comment est-ce qu'on pourrait déjà venir pas conquérir, c'est un très mauvais terme, alors je viens de parler d'humilité, mais j'en ai pas un
autre. Mais enfin, bref, reprendre l'usage de ces espaces-là, voilà, de façon plus pérenne, sans construire ailleurs. Après, il y a d'autres, on en a déjà parlé, c'est toute la réhabilitation des bâtiments existants. Évidemment, le plus possible en centralité. Évidemment, tous ne sont pas si facilement que ça à réhabiliter. Ça coûte plus cher. Il y a des vrais... ça coûte plus cher. Ça dépend ce qu'on met dedans, hein, toujours. Mais pour l'instant, quand on parle aux constructeurs, aux aménageurs, aux promoteurs, le premier sujet, c'est que ça coûte plus cher, certes, mais peut-être que c'est aussi plus qualitatif, etc. Il y a des nouvelles économies à trouver, notamment quand on vient faire de la réhabilitation, on peut aussi penser à d'autres mixités, donc d'autres acteurs qui viennent... on peut peut-être arrêter de faire que des bâtiments de bureaux et que des bâtiments de logement et commencer à mixer ça. Donc, en fait, on parle pas, quand on parle de sobriété, ça veut pas dire c'est l'arrêt de la construction. Ce qui serait bien, c'est d'arrêter de faire du neuf, oui, mais c'est pas construire. L'acte de construire peut aussi être un acte de réhabiliter ce qui existe déjà. Donc voilà, c'est aussi ça. Et en fait, par exemple, on en avait parlé avec Alexandre. C'est pas tant le fait de c'est pas tant d'arrêter les projets que de faire des projets qui soient pensés localement pour un usage qui a été discuté, un usage et un besoin qui ont été discutés démocratiquement et qui en effet prennent en compte à la fois le vivant, mais dans sa globalité, c'est-à-dire humain, mais aussi non humain. Et après, vous pouvez avoir effectivement des réflexions sur les friches, mais là, c'est des choses qui sont très portées par l'État. Hein. Il y a des fonds qui sont proposés pour ça. C'est bien, mais encore une fois, on est sur de la démolition, reconstruction, on est sur des aspects techniques qui sont pas évidents parce qu'on peut être sur des sites potentiellement qui sont très pollués, des sites qui sont en dehors de la ville. Donc ça change rien sur notre problématique de la voiture tout le temps là. Donc voilà, c'est aussi dans la sobriété, il y a des choses qui sont très bien à prendre, mais globalement plus la boucle de sobriété est courte, c'est-à-dire plus on est dans ce qui existe déjà et on travaille au minimum l'existant, plus on va être dans une sobriété qui a les impacts les plus positifs. Et ce que ça veut dire en fait en termes d'organisation, alors ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tous les gens qui travaillent dans le domaine de l'aménagement des territoires, ou du coup maintenant du ménagement des territoires, est bouleversé. On ne peut plus être constructeur comme on a été constructeur, on ne peut plus être promoteur immobilier comme on l'a été, ou architecte comme on l'a été. L'architecte qui veut absolument créer son bâtiment et laisser sa trace dans le paysage, non, en fait, il faut qu'il réadapte et qu'il s'intéresse à des bâtiments qui existent déjà, et encore une fois, là, prendre de l'humilité. Le métier du constructeur, il va falloir qu'il se tourne vers la réhabilitation, comme celui du promoteur. Enfin, ça peut paraître évident, mais c'est très compliqué quand on est sur du 100% neuf à passer sur du 100% pas neuf en quelques années. Donc voilà, c'est des bouleversements dans les compétences. Enfin, il y a des compétences, des métiers qui n'existeront plus, des métiers qui sont à transformer et des nouveaux métiers à créer. Donc voilà, il y a un boulot pour les RH et pour les formations d'urbanistes et des architectes sur les années à venir qui est juste monstrueux. Et à l'inverse, pour les collectivités, il y a un vrai enjeu pour elles de venir changer la commande, parce qu'en fait, elles ont beaucoup d'AMO, de bureaux d'études d'ingénieurs qui vont travailler pour eux. C'est comment elles arrivent à pas se dire, en fait, on connaît déjà notre projet et du coup, on a juste besoin d'accompagnement pour venir le faire, mais plutôt de se dire, peut-être qu'on n'a pas de projet, peut-être qu'il faut faire un diagnostic sur le fait qu'on en ait besoin ou pas, et puis en fait, la commande deviendrait ça. Donc pareil, là, c'est un changement de paradigme pour tous les multiples bureaux d'études qui existent. Et vous avez des réflexions intéressantes qui sont en train donc toujours dans le cadre de la sobriété foncière et de la ZAN, il va falloir remettre à jour tous les PLUI, tous les SCOT, tous les SRADET, tous ces documents d'urbanisme là. Et souvent, quand on prend ces documents-là, on se dit, j'ai ma carte, ici je veux faire ma zone d'activité, ici je veux faire mon nouveau lotissement, ici on va le protéger parce que je ne sais pas encore ce que je veux faire, mais j'aurais bien un petit projet de derrière les fagots. Et de retourner cette carte-là et de se dire, ok, là, il y a une forêt, on n'y touche pas. Là, il y a telle zone humide, on n'y touche pas. Là, c'est pas protégé, mais je m'en fiche. Moi, j'ai envie de le protéger parce que je considère que ça doit être un endroit où on ne doit pas venir construire. Et en fait, c'est au lieu de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est de se dire qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux protéger, de quoi je veux prendre soin, qu'est-ce qu'il y a là dans mon centre-bourg qu'il faut laisser comme tel et auquel il ne faut pas toucher. Donc, il y a de plus en plus de réflexions comme ça qui sont menées. Alors, de plus en plus, il n'y en a pas des centaines, mais des dizaines, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, c'est venir en fait changer de regard sur ces sols-là, en gros.
Et voilà. Et peut-être pour finir, juste un exemple typiquement d'une collectivité là en Île-de-France qui en fait fait ce maillage au sein de leur Comcom, où ils ont une grande carte des sols, mais qui va pas juste être une carte où on va dire là c'est une zone urbaine, là c'est une zone agricole et là c'est une zone forestière. C'est en fait aller chercher en profondeur comment va ce sol. Est-ce que ce sol est un sol qui a été anthropisé? Est-ce que ce sol est un sol qui est complètement qui a encore une qualité du sol sur lequel il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser, qui est hyper intéressant à garder alors qu'il est en plein centre-ville. C'est venir aussi donner du relief à tout ça et sortir d'un aménagement du territoire qui va être que en surface, mais aussi d'aller voir en profondeur ce qui s'y passe. Merci beaucoup Frédéric. J'aime bien cette idée de la profondeur, à la fois de travailler sur les strates verticales et aussi horizontales avec la notion du temps. Et il y a quelque chose qui est assez paradoxal dans ce que tu racontes et qui passe simple, je trouve, comme équation. C'est à la fois de se dire il faut prolonger, quand tu parles de réhabilitation, il faut prolonger la durée de vie des infrastructures qui sont en place. Donc c'est-à-dire les inscrire dans le temps long. Et en même temps, être prêt à la réversibilité et être dans cette question de la sobriété, c'est aussi la question de la légèreté. Donc comment en fait on arrive à trouver l'équation entre ça, et peut-être Kylian, qui a la lourde tâche d'introduire et de clôturer cette... Désolée, ça tombe sur toi. Peut-être tu peux nous éclairer effectivement sur ce dont tu parlais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire ces 3 leviers d'action que toi tu as identifiés. Il y en a 2 qui concernent la question du temps, la question de la planification et l'anticipation, si j'ai bien compris. Et une qui m'intéresse particulièrement et qui fera rebond, je pense, avec la prise de parole suivante, qui est une question sur l'entraide. Voilà, à toi. Tu as 6 minutes. Bon, c'est vrai que j'ai deux lourdes tâches, introduire et conclure. Donc on va essayer de bien conclure, résumer un peu les travaux de tout le monde. En tout cas, la première chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est cette question un peu de moralité pour revenir vers la question des besoins et de la planification. On va le reformuler d'une autre façon. Pouyanné ne détruit pas le climat parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est en concurrence avec d'autres pétroliers, et s'il lâche le marché, c'est les autres pétroliers qui le prennent. De même, le pouvoir politique n'agit pas assez pour le climat, pas parce qu'il n'a pas assez compris, mais parce qu'en partie, il voue comme indépassable le prisme de la concurrence et de la mondialisation marchande. Et donc, de fait, il faut comprendre que ce système-là, en tout cas le statu quo, comme ça, est inadaptable. Aujourd'hui, on a beaucoup de discussions sur l'adaptation à 4 degrés. Comme je l'ai souligné au début, rien ne nous dit qu'on va s'arrêter à 4 degrés. Mais surtout, la structure propre de ce système est viciée dans le sens où il repose sur une logique qui est une logique d'accumulation qui permet ensuite d'aller financer la production. Dans ce sens-là, en fait, la première logique, c'est celle du profit, qui n'est pas quelque chose de mal en soi, mais juste, fondamentalement, si quelque chose génère du profit, c'est une logique à encourager. Et c'est la seule et la première chose qui rentre en compte. Après, la question climatique vient se mettre comme une façon de gagner de nouveaux marchés en ayant une meilleure image que son concurrent, etc. Il faut, en fait, comprendre que ce système, il a une caractéristique, il est amoral. Il est aveugle en partie à la valeur d'usage qu'il crée. On va essayer de voir, du coup, comment sortir de cette modalité-là. Et il a également une caractéristique qui est particulièrement vicieuse, c'est qu'il se nourrit des désastres qu'il produit. C'est-à-dire quand une ville est par terre, il faut reconstruire. Reconstruire, ça fait du PIB, ça fait de la croissance, ça fait du profit. Et donc, de fait, ce système-là, on n'est pas sûr qu'il s'effondre en fait. C'est certain qu'une partie des besoins de vitaux qui doivent être couverts par notre société vont s'effondrer. Mais le système, sous les coups du changement climatique, il peut l'utiliser en permanence pour alimenter une forme de fuite en avant et aussi une forme de caractéristique des acteurs de ce système-là qui ont une forme de prédation entre eux. C'est-à-dire, vu qu'on est dans la logique de profit, même si on a un acteur vertueux qui veut sacrifier une partie de son profit pour faire des actions moralement justes, il va être balayé dans son secteur par un acteur qui aura moins de considération et qui, de fait, lui prendra les marchés. Et donc, ainsi, on se retrouve avec 2 tendances. Une tendance à la concentration et au monopole qui crée une forme de système économique tributaire, c'est-à-dire qu'une partie des besoins de vitaux nécessite un tribut. Pensez aux autoroutes où vous devez payer à Vinci à chaque fois que vous passez là-dessus, ou des logiques d'hyper-spécialisation de la production, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une production diversifiée dans un pays. Par exemple,
exemple notre production agricole, on était souverain alimentairement, on l'est plus. Pourquoi ? Parce qu'on fait énormément de production, notamment de production de céréales, qui consomment énormément d'eau, qui détruisent beaucoup de terre, mais parce qu'on peut les exporter et avec les recettes qu'on a, on rachète tout le reste de notre alimentation. Et donc ça, c'est des logiques d'hyperspécialisation qui sont fondamentalement non résilientes puisqu'elles vont étirer les chaînes de valeur sur le temps long. Et donc la logique qui peut renverser ça, c'est la question en partie de la planification. La planification, les entreprises le font, tout le monde fait de la planification, sauf qu'il faut une planification pas au service de générer du profit et de la croissance, mais une planification au service de l'intérêt général. Aujourd'hui, l'entreprise qui fait la planification écologique de notre pays, c'est Total. Quand elle dégage des super profits, c'est Total qui a en fait la main mise sur notre avenir énergétique beaucoup plus que nous, citoyennes, citoyens, dans nos décisions politiques qu'on peut prendre. Et donc, de fait, il faut inverser cette logique avec une forme de planification résiliente. La planification résiliente, c'est une appropriation collective d'une partie, je vais vous le montrer, de l'État, mais aussi d'une partie des structures individuelles qui sont là pour construire l'alternative. Donc pour aller très vite sur l'adaptation climatique, la planification résiliente, elle doit prendre en charge 10 chantiers. Le premier, c'est la rénovation thermique des bâtiments qui permet de limiter l'impact du changement climatique au chaud et puis de limiter nos consommations énergétiques en globalité et donc contenir notre empreinte carbone pour le chauffage notamment. Et puis ça a plein de vertus en termes de justice sociale. La question de la désimperméabilisation de nos villes, de l'inclusion de trams vertes, de trams bleues. La question également d'arrêter l'artificialisation nette et donc de canaliser nos besoins de construction sur les logements vides, sur les friches industrielles et sur les nouveaux usages de nos bâtiments. La question d'adapter nos bâtiments au chaud. La question de la tarification progressive de l'eau pour dissuader les gaspillages et permettre le financement de la rénovation de notre réseau de canalisation qui fuit. Une autre principe pour la gestion des pollutions en mettant en avant le principe de précaution, c'est-à-dire quand un produit est toxique, il est interdit jusqu'à ce que l'industriel prouve qu'il ne l'est pas. C'est exactement l'inverse aujourd'hui quand on y pense. De même, planifier une forme de sobriété hydrique, c'est-à-dire des agences planificatrices qui analysent l'état de stress hydrique dans nos territoires et de fait, limiter, choisir des investissements qui permettent de contenir l'empreinte eau d'un territoire pour qu'elle soit compatible avec la ressource disponible à l'avenir. Puisque le changement climatique, tout simplement, il accélère l'évapotranspiration et l'évaporation et donc il assèche les sols et il limite la quantité d'eau retenue dans les sols et dans les nappes et dans les cours d'eau. Et donc, de fait, il faut une institution de planification de ça, de se dire, dans ce territoire, il y aura moins 15% d'eau, il faut qu'on se débrouille pour faire moins 15, moins 20, etc. et qu'on partage ça correctement. 9e élément, avoir une politique de réindustrialisation qui soit compatible avec les contraintes fossiles et métalliques, c'est-à-dire ne pas substituer ou le moins possible un extractivisme fossile avec un extractivisme métallique. Et enfin, utiliser au maximum dans ces solutions l'inclusion de trams verts, de trams bleus, de solutions fondées sur la nature pour nous aider face à l'élévation du niveau de la mer. Et donc ça, c'était aussi le principe que j'ai oublié, c'est organiser la rélocalisation des activités par rapport à l'élévation du niveau de la mer. 2 minutes en plus, juste pour que tu reprennes ton souffle. C'est bon ? Et je vais conclure en 2 minutes du coup. La notion en plus qu'il faut de cette planification, parce que la planification ne fait pas tout, c'est la question de l'entraide. Parce que la planification, elle peut nous permettre de nous préparer à ce que les scientifiques nous disent. Sauf que, je vous l'ai dit, on rentre dans un monde fluctuant. Donc il y a des crises qu'on ne pourra pas anticiper, notamment les conséquences que ça aura sur le tissu social. Et pour ça, il y a un livre que je vous invite toutes et tous à lire. C'est le livre de Pablo Servine et Gauthier Chapelle qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle. Voilà. C'est le petit livre vert. Donc c'est formidable. Après d'autres petits livres un peu moins formidable. Mais grosso modo, dans ce livre-là, on a 2 biologistes qui vont s'attaquer à l'idée que dans le règne naturel, c'est la concurrence qui fait les individus les plus performants. C'est complètement faux. En fait, ils définissent quelque chose qu'on appelle le cycle pénurie-abondance, qui est en fait un cycle dans lequel, dans une phase d'environnement hostile, de crise, ce sont en fait les groupes humains qui ont institué l'entraide au plus haut degré qui s'en sortent. Et à l'inverse, cette entraide, elle va reconstituer une période d'abondance ensuite, parce qu'on va s'adapter au milieu. Et dans l'abondance, la compétition prend le pas entre les êtres humains. Et de fait, on détruit les institutions de l'entraide et on recrée un environnement hostile. Exemple très très rapide pour le constater aussi dans le vivant. Vous mettez 2 arbres effectivement en montagne, vous en enlevez un, et vous voyez que les racines de l'autre arbre vont aller investir le canyon qui a été créé par le déracinement du premier arbre. Ça veut dire que les 2 arbres, dans ce cas-là, ils étaient en compétition.
Non, parce que l'environnement montagnard, il est riche. Vous mettez ces deux arbres dans des environnements différents, dans des environnements de pénurie, notamment d'eau et de nutriments dans les sols, et vous en déracinez un, vous voyez que les racines de l'autre arbre viennent se contracter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'environnement compliqué, les deux arbres, ils coopéraient entre eux. Et donc, en fait, l'idée, c'est de trouver, dans nos sociétés humaines, quelles sont nos institutions de l'entraide et nos institutions de la compétition. Une institution de la compétition, de l'entraide qui a été créée un peu et sur lesquelles on peut prendre appui, c'est la sécurité sociale. En 1945, sous l'impulsion du Conseil national de résistance, on a une unification des caisses de sécurité sociale qui permettent de sortir la santé de la sphère marchande ou de l'impératif marchand et de l'impératif de créer du profit par rapport à cette activité. En fait, on cotise, on prélève chez chacun des travailleurs pas des impôts mais des cotisations sociales qui vont alimenter une autre sphère de l'économie qui marche selon la logique de l'intérêt général et non plus celle du profit et donc de la croissance du profit pour être compétitif. Et donc, de fait, dans cette logique de socialisation d'une partie de la valeur ajoutée, on se retrouve avec un secteur qui permet de sortir des pans de nos vies entières du besoin de se vendre sur le marché du travail et donc du besoin de vendre sa force de travail là-dessus. Et donc l'idée, c'est qu'on a déjà un là d'institutions de l'entraide qui permettent de mettre en sécurité une partie de nos besoins vitaux. Donc on peut se dire qu'on a déjà quelque chose qui a mis en sécurité sociale nos besoins vitaux liés aux soins. Et l'idée, c'est de poursuivre du coup sur d'autres éléments. Je vous en donne un exemple et je conclue là. C'est la question de la sécurité sociale de l'alimentation. L'idée, c'est qu'on aurait chacun une carte vitale de sécurité sociale alimentaire où on aurait 150 € par mois dessus et nous ne pourrons utiliser cette carte vitale de sécurité sociale alimentaire que chez des productrices et des producteurs locaux conventionnés. Et comment on choisirait les critères de conventionnement? On ferait des mini-conventions citoyennes locales qui choisiraient, on conventionne telle production parce qu'elle est locale, parce qu'elle est bas carbone, parce qu'elle met en place les techniques d'agroécologie et d'hydrologie régénérative qu'on a besoin. Et de fait, démocratiquement, on est en mesure d'instituer une forme de transition qui marche en dehors de la logique de l'État, qui marche en dehors de la logique du coup d'une planification un peu jacobine et descendante. On la planifie du coup de façon horizontale, structurée. Et une fois qu'on a amorcé ça, on peut reformuler en partie la question climatique en réfléchissant à la mise en sécurité sociale de nos besoins vitaux et comment cette mise en sécurité sociale peut permettre de sortir les activités vertueuses mais marginales de la marginalité. Et donc, de fait, on pourrait réfléchir à d'autres modalités de construction mais qui marchent sur une logique d'intérêt général pour le logement, des logiques d'intérêt général pour la redirection écologique, c'est-à-dire grosso modo essayer de voir comment on transitionne des métiers qui à peu près dans un système de transition devraient disparaître, mais on les met sur autre chose et on les met pas violemment en attendant que le marché se débrouille pour les virer et ensuite on doit les prendre en charge pour les reconvertir et en plus de toute la violence sociale que ça produit. Voilà, donc je suis déjà trop long. L'idée, c'est de reformuler la question climatique sur une logique de mise en sécurité sociale de nos besoins vitaux pour instituer une forme de transition et de bifurcation écologique. Et juste pour dire qu'on travaille avec l'Institut Rousseau sur un projet de sécurité sociale de la redirection écologique justement sur la question de l'emploi. Donc on est tout à fait actif là-dessus. Immense merci pour cette abondance de bonnes idées et d'inspiration. La bonne nouvelle, Eliane, c'est que tu vas pouvoir boire une petite gorgée d'eau. Non, mais je sais, c'est pour ça que j'ai annoncé un temps plus bref. En tout cas, maintenant, c'est le temps des questions. Donc, si ça se trouve, on va pouvoir revenir un petit peu sur tout ce que tu nous as raconté là, un petit peu plus tranquillement. Des questions dans la salle, des questions aussi sur LinkedIn s'il y en a. Et à ce moment-là, ce sera Jonathan qui nous les formulera. Immense merci déjà d'avoir pris ce temps de formuler des enjeux aussi complexes en si peu de temps. Donc merci à vous trois déjà pour ça. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions pour revenir un petit peu creuser sur tout ce qui a été énoncé ici. Je vois qu'il y en a une. Bonjour, merci beaucoup pour ces interventions super riches. Moi, j'ai une question à Alexandre, parce qu'effectivement, vous avez évoqué l'obligation, quelque part, d'engager les parties prenantes un peu défavorisées. Mais ce qu'on observe sur le débat général autour de la durabilité, c'est que, si on part au niveau un peu réglementaire, la discussion, elle menée principalement par les pays du Nord. Autant, ce n'est pas eux qui vont être les premiers impactés. Donc, je ne sais pas si vous avez un avis dessus, comment réagir à ça. Alors, si, tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. Alors,
y a 2 points. Le programme de la redirection l'a élaboré au départ dans les pays du Nord en nous disant qu'il y avait déjà un enjeu à ce que les pays du Nord soient moins extractivistes, etc., etc. Et donc de voir comment on hérite finalement de ce modèle que les pays du Nord ont un peu inauguré et ont largement diffusé, imposé, etc., etc. Et du coup, je suis très prudent par rapport à ce que je peux dire. Moi, j'ai pas de leçon à donner aux pays du Sud. Il y a tout cet enjeu d'ailleurs de savoir s'il faut arrêter d'un côté, c'est pas forcément pour que ça s'arrête de l'autre, mais qui est aussi un effet de rattrapage, mais sous certaines modalités choisies. Mais c'est tout un débat d'ailleurs chez les décroissants. Qu'est-ce que les décroissants vont dire aux pays du Sud, etc. Et c'est pas toujours évident du tout. Et donc moi, je suis assez prudent par rapport à ça. Pour autant, je discutais il n'y a pas longtemps avec le directeur de l'AFD qui me disait d'ailleurs, nous on est une institution non coloniale puisqu'on est arrivé après le colonialisme français. Il était très fier de me dire ça, mais il a raison, hein, puis c'est bien de le poser d'ailleurs quand on discute. Et il me disait non mais en fait ce que tu présentes là sur ces questions de fermeture, etc., ça se pose déjà en fait dans des pays du Sud qui pourraient aussi avoir besoin de ce type de démarche. Et après effectivement l'enjeu il est sur les questions de justice en fait, de réallocation, etc., etc., et notamment sur des questions très tangibles. Je pense notamment aux questions de développement des économies décarbonées à partir de l'économie de la transition, avec les impacts évidemment que ça peut avoir, de trouver. Moi, je pense qu'on ne peut pas arrêter toute transition au nord parce que c'est absolument nécessaire, y compris pour les pays du Sud. Par contre, ça demande des arbitrages, c'est-à-dire que si on développe ou si on relocalise une partie de notre production, de l'extraction notamment des minerais, etc., etc., la question c'est pourquoi faire ? Donc c'est sûr que si c'est pour faire des SUV qu'on extrait à nouveau chez nous ou au sud, c'est pas la peine en fait, d'une certaine façon. Donc ça pose aussi la question des finalités qu'on se donne et de la nature de la transition en question et de comment on politise cette transition. Et là on est effectivement sur des enjeux internationaux parce qu'on est inextricablement liés les uns aux autres. Donc oui, tout à fait. Merci. Il y a une question tout devant, Claire, je crois. Bonjour, c'est une question dans le prolongement de la précédente, puisque vous parlez de justice entre les territoires. Et actuellement, cette question de la transition pour les territoires, elle se pose aussi beaucoup à l'échelle française. Les territoires ruraux s'estiment en plus grande difficulté que les territoires urbains. Et on sent dans l'expression, en tout cas des maires ruraux, une forme de peur. Et beaucoup se dépêchent d'ailleurs de vendre du foncier avant de ne plus pouvoir le faire à cause de la zéro artificialisation nette. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ou pour apaiser les peurs ? Peut-être Frédéric ? Oui, non, mais vous avez raison. Notamment, en fait, ce qui ressort aussi beaucoup de cette loi, c'est pas tant le questionnement de est-ce qu'il faut arrêter l'étalement urbain, c'est qu'elle a été pensée par le haut et que globalement, on n'a pas beaucoup demandé aux maires et aux acteurs locaux ce qu'ils en pensaient, comment ils pensaient la faire, etc. Donc le constat il est partagé. Par contre, la façon dont ça se passe, ça c'est assez mal vécu et c'est normal. Et donc en effet, à la fois il y a très clairement une peur des élus ruraux, à la fois parce qu'il y a toujours cette notion de les finances de vos collectivités sont liées au nombre d'habitants que vous avez dans votre collectivité. Donc si vous ne pouvez plus construire dans une collectivité rurale qui est déjà souvent plus petite, et ben en fait vous allez perdre de finances et donc vous dire que vous n'allez pas pouvoir répondre aux besoins de la population qui est déjà là. Et ça on est bien d'accord. Donc en fait on a aussi tout un financement tout un financement des collectivités à changer qui est lié aussi à la sobriété foncière. Enfin, c'est d'où l'aspect que ce soit totalement systémique. Ce qui est là fait, mais pas assez fait, c'est d'accompagner des collectivités, alors plutôt des collectivités de taille moyenne, hein, on n'est pas dans du pur rural entre guillemets, mais en effet sur de l'ingénierie pour pouvoir avoir ces réflexions de comment on continue de créer du logement, mais en centralité, donc en travaillant sur la densification, en travaillant sur le foncier invisible, etc. Donc ça, il y a des programmes qui sont en cours, qui sont menés par le PUCA par exemple, avec territoire pilote je sais
sais plus. Bon bref, de sobriété foncière, voilà, il y en a plusieurs. Il y a l'ADEME aussi qui développe des programmes dans ce sens-là. Donc il y a un accompagnement qui commence à se faire, mais il faut qu'il soit clairement massifié et il faut en effet qu'il y ait un questionnement au lieu de toujours fonctionner sur de l'investissement pour les collectivités. Donc en fait, si vous avez un nouveau projet, vous pourrez avoir de l'argent et de passer dans des financements qui sont liés à de la maintenance de bâtiments, de services, etc. Donc oui, c'est normal qu'ils aient peur, mais il y a de l'accompagnement à suivre là-dessus et il y a des changements au niveau de l'État à faire pour pouvoir que ces collectivités s'en sortent et s'en sortent très bien sans avoir besoin de croître. Juste un écho rapide sur une illustration sur la question de l'eau sur les territoires où justement ils ont arrêté de construire et puis il y a des tensions avec d'autres territoires plus métropolitains, on va dire, qui viennent chercher leur eau. Donc il y a ces questions de conflits en plus qui sont importantes. Quand certains territoires ont demandé à la population d'être sobre, forcément ils ont moins eu de recettes pour l'eau. Or aujourd'hui l'eau paye l'eau et du coup plus vous êtes sobre, moins c'est bon pour vos finances et moins c'est bon pour vous payer des infrastructures sobres. Donc on est dans un modèle qui marche un petit peu sur la tête de ce point de vue-là, où il faut être dans une forme d'ébriété pour se payer ces infrastructures sobres, ce qui n'a évidemment aucun sens. Et donc comment on arrive par exemple à changer un circuit économique où plus on fait des économies, plus on peut se payer ces infrastructures, ce qui n'est pas tout à fait le modèle où c'est l'épuisement de la ressource qui va permettre de payer les infrastructures. Oui. Bonjour, pour que tout le monde soit content, je voulais poser une question à Iliane, du coup. On va conclure. Non, c'est important, j'ai 3 enfants, c'est pareil. Je voulais demander, j'ai trouvé ça assez percutant et tout ça, toutes ces informations. C'est un tout petit peu dommage que la partie des 10 pistes de réflexion et de travail soit passée un petit peu vite pour des cerveaux moins musclés. J'ai vu tout le monde crayonner à toute vitesse. Est-ce qu'on aura un document en retour, peut-être pour les gens qui ont participé, pour méditer, ou est-ce que c'est possible de revenir plus doucement dessus ? Tu seras là à la pause C'est gentil. Si jamais j'ai la mailing list, je peux faire passer des documents là-dessus. Sinon, en particulier, moi, j'ai une activité de formateur aussi. Je suis professeur pour une plateforme qui s'appelle Sator, où je fais un cours sur l'adaptation climatique qui fait 20 épisodes et 10 heures. Et donc, en fait, je fais ça. Les 10 points là, mais vous avez un épisode d'une demi-heure sur chaque point. Donc ça, c'est des choses, si vous appréciez ce contenu-là, c'est tout à fait possible de le consulter. Et là, vous aurez les 10 points de 30 minutes, mais en 10 heures, quoi. Donc il y aura le temps de les digérer. Peut-être sur les enjeux de l'adaptation, je vais faire un panorama très rapide sur les risques pour aller très brièvement sur la situation. Le changement climatique, il va avoir une conséquence importante sur nos villes, c'est qu'il va les rendre invivables. Vous avez un phénomène qui s'appelle l'effet îlot de chaleur urbain, qui fait que vous pouvez avoir à peu près 10 degrés de différence entre la température sur la zone, on va dire, végétalisée par rapport à la zone urbaine, parce que vous avez du béton et que votre béton, il va capter de la chaleur et il va la garder en surface. Et donc de fait, une organisation, et puis également cette artificialisation, elle met en difficulté nos villes par rapport aux inondations. Le changement climatique a la caractéristique d'accélérer le cycle de l'eau. Il augmente l'évaporation des cours d'eau, des nappes, mais également l'évapotranspiration dans le sol. Ce qui a pour conséquence de mettre beaucoup plus d'eau de vapeur d'eau dans l'atmosphère. 1 degré de plus, c'est 7% d'évaporation en plus. Et de fait, avec les circulations des vents, on n'a pas forcément une augmentation des précipitations moyennes, mais par contre, le phénomène qu'on observe, c'est une augmentation des précipitations extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a des torrents de flotte qui vous tombent dessus pour lesquels vous n'êtes pas préparé. Et ces torrents de flotte, ils sont d'autant plus difficiles à supporter lorsque vos villes sont artificialisées, parce que ça ruisselle et donc vous avez un phénomène magnifique qui fait la topographie, c'est-à-dire ça va glisser à l'endroit le plus bas. Voilà. Et donc de fait, vous avez des zones qui sont, quand on est en ville, les inondations sont insupportables. Et donc vous avez ces deux phénomènes-là. Et donc dans les villes, ce qu'il faut faire, c'est aller vers un autre paradigme, qui est un paradigme de ville éponge, c'est-à-dire rendre à nos villes leur forme de perméabilité, c'est-à-dire qu'on va en fait enlever, décaper une partie du béton, on va désimperméabiliser pour inclure des trames vertes et des trames bleues qui sont en fait des corridors de biodiversité, de nature ou d'espace
hydrique, pas parce qu'on aime ça et que c'est joli, mais surtout parce que ça fait de l'évapotranspiration et de l'évaporation. C'est-à-dire qu'une partie de la chaleur qui va réchauffer les villes, au lieu de réchauffer votre corps, ça va juste faire évaporer de l'eau ou faire évaporer la flotte des végétaux. Par exemple, on doit mettre des climatiseurs partout en ville, mais des climatiseurs qui sont des arbres. Un arbre, quand on le chauffe, par jour, ça envoie 400 litres d'eau. Voilà. Donc vous avez des climatiseurs naturels qui font de l'ombrage. Et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est comment on adapte en partie nos territoires ruraux et notre agriculture à la sécheresse. Et donc là, je vois pas d'autre solution, ça c'était les travaux qu'on a menés avec l'Institut Rousseau, de trouver une forme de planification de la sobriété hydrique, c'est-à-dire de regarder comment le stress hydrique va évoluer dans telle ou telle région de France. Le stress hydrique a 2 dimensions, une dimension d'augmentation de la demande en eau et une dimension de la diminution de l'offre du fait du changement climatique. Et donc on peut savoir, dans le territoire, il y a moins 30% d'eau à tel horizon de temps. Et donc de fait, on planifie le fait que certaines activités ne sont plus viables. Et donc on planifie leur redirection, ou on planifie une forme de démantèlement. La notion de démantèlement dans la question climatique est aussi à avoir en tête. Je ne peux pas le développer là, mais l'idée c'est qu'on a déjà les infrastructures pour dépasser largement le 2 degrés. Et si on veut le garder, il va falloir démanteler des infrastructures ou démanteler des formes d'agriculture qui sont non viables physiquement. Pas parce que moralement on n'a plus envie de les mettre. Si on le fait pas, on va avoir une multiplication des conflits d'usage et vous aurez un sein de soline par an et ça sera votre moyenne de 2050, un sein de soline par an et un été 2022 tous les années. Donc c'est ça dans l'idée. Et du coup il y a une autre question qui est les réseaux d'eau. Ces réseaux d'eau ils vont fuir. Ils fuient, on perd 1 litre sur 5 et ça pose surtout un problème sanitaire parce que quand il pleut beaucoup, en fait vos canalisations, il y a un phénomène qui s'appelle les eaux claires parasites. De l'eau parasite ressort. Même si vous avez les meilleurs processus de traitement, les trous dans vos canalisations vont absorber une partie de l'eau et donc vous vous retrouvez à avoir des micropolluants qui auraient censé être traités et vous les avez à votre robinet. Et en plus, ils ne sont pas détectés parce que tu détectes ça que sur les parties du cycle de l'eau. Et donc ça, c'est aussi une autre modalité. J'en arrête là. Il y a aussi des modalités rapides sur la réorganisation des territoires littoraux, de nos outre-mer, de nos forêts, parce que fondamentalement, le paradigme qui est pris dans ces territoires-là est un paradigme qui n'est pas compatible avec l'accélération du changement climatique, sans parler même des effondrements en cours de biodiversité, de vivants, qui touchent aussi notre pays. Merci beaucoup. Je crois qu'on a pu observer en même temps les phénomènes de réchauffement climatique avec des phénomènes d'effondrement. En tout cas, merci beaucoup. Pardon. Pour rester sur une prise de parole équitable, je vous propose qu'on s'arrête ici sur cette première table ronde. Un immense merci à vous trois pour ces éclairages.